Une femme de ménage a sauvé la vie d'un millionnaire d'une crise cardiaque. Quelques minutes plus tard, le millionnaire se réveille et reste paralysé en voyant son pendentif, le même qu'il avait offert à sa femme décédée il y a 25 ans. Marion ajusta la bandoulière de son sac en tissu usé avant de pousser la lourde porte de verre d'un immeuble luxueux en plein cœur de Paris. Un léger vent froid glisse à travers les fissures de la structure imposante. La faisant frissonner, elle jette un coup d'œil rapide à son reflet sur la surface brillante des portes. Son uniforme gris, bien repassé mais modeste, la fait passer inaperçue parmi les employés élégants qui vont et viennent avec des dossiers en main. Son chignon strict tire ses cheveux châtain clair, révélant un visage fatigué mais déterminé. Elle inspire profondément et entre. Le hall, vaste et éclairé par des lustres en cristal, dégage une aura d'opulence. Marion traverse rapidement l'espace, saluant d'un hochement de tête le réceptionniste derrière son bureau en marbre poli. Personne ne la remarque vraiment. Elle est une ombre dans ce monde brillant, une présence discrète, invisible. Mais Marion ne s'en formalise pas. Elle a l'habitude de se fondre dans le décor. Pourtant, au fond d'elle, elle sent que quelque chose manque, comme si elle appartenait à un endroit qu'elle n'a jamais connu. Sa main effleure machinalement le petit pendentif doré autour de son cou, une relique de son enfance. « Garde-le toujours près de toi, ma petite étoile », lui disait sa mère. « Aujourd'hui est un jour ordinaire », pense-t-elle, comme tous les autres. Mais elle ne sait pas encore que sa vie est sur le point de basculer. Elle monte dans l'ascenseur qui la conduit au 15e étage, l'un des plus prestigieux. C'est là que se trouve le bureau de Benoît Dufresne, un homme connu dans toute la France pour sa réussite et son charisme. Pour Marion, il n'est qu'un nom, un visage vu sur des couvertures de magazines. Son monde à lui est si éloigné du sien qu'il pourrait aussi bien appartenir à une autre galaxie. Elle pousse doucement la porte de son bureau, comme à son habitude. L'espace est impeccable, presque intimidant. Un grand bureau en bois massif, des étagères remplies de livres reliés en cuir, et une vue panoramique sur la ville. Seule une tasse de café vide, laissée sur le bord du bureau, rompt la perfection. Marion s'avance pour la ramasser, mais quelque chose attire son attention. Un bruit sourd résonne dans la pièce, suivi d'un gémissement étouffé. Elle tourne la tête rapidement et aperçoit une silhouette affalée sur le sol derrière le bureau. Son souffle se coupe. « Monsieur Dufresne » appelle-t-elle d'une voix tremblante. Aucune réponse. Son cœur s'accélère alors qu'elle se précipite à ses côtés. Benoît Dufresne, le visage pâle et les lèvres légèrement bleutées. Semble inconscient, Marion cherche frénétiquement son téléphone, mais elle l'a laissé dans son chariot de nettoyage. Elle sent un mélange de panique et de détermination l'envahir. « Calme-toi, Marion », murmure-t-elle pour elle-même. Elle se remémore une vidéo qu'elle avait vue sur Internet concernant les premiers secours. S'agenouillant près de lui, elle vérifie sa respiration et son pouls. Il est faible, sans perdre de temps. Elle commence une réanimation cardio-pulmonaire, ses mains tremblantes appuyant sur son torse. Ses gestes sont hésitants au début, mais elle persévère. « Tenez bon, monsieur Dufresne », murmure-t-elle entre deux compressions. Après de longues secondes qui lui semblent des heures, Benoît émet un faible râle. Elle continue jusqu'à ce que ses yeux s'ouvrent lentement. Il la fixe, désorienté, puis son regard se pose sur son pendentif. Ses yeux s'écarquillent un instant avant de se refermer. Les ambulanciers arrivent peu après, alertés par d'autres employés. Marion se recule alors qu'ils prennent le relais. Elle observe en silence tandis qu'ils transportent Benoît sur une civière, mais avant qu'il ne quitte la pièce, il tourne légèrement la tête vers elle, son regard fixé sur le collier qu'elle porte. Ce moment étrange la suit tout au long de la journée. Quelques heures plus tard, Marion est de retour chez elle, dans son petit studio du 18e arrondissement. L'appartement est modeste mais chaleureux, décoré avec des souvenirs simples et des livres empilés dans un coin. Marion s'assied sur son lit, son esprit tourné vers les événements de la journée. Elle se demande si Benoît va s'en sortir, mais une pensée la hante. Pourquoi son regard s'était-il attardé sur son pendentif avec une telle intensité? Le lendemain matin, alors qu'elle s'apprête à retourner travailler, son téléphone sonne. C'est une voix formelle à l'autre bout de la ligne. « Bonjour, mademoiselle Marion. Je suis du service de ressources humaines. Monsieur Dufresne a demandé à vous voir dès qu'il sera possible. Pouvez-vous passer à l'hôpital aujourd'hui ?» Marion accepte, bien que surprise. Pourquoi un homme aussi important voudrait-il la voir? Ses pensées s'emballent. Peut-être veut-il simplement la remercier. Ou peut-être... Non,
Cela n'a rien à voir avec le pendentif, pense-t-elle, essayant de se rassurer. À l'hôpital, Benoît est assis dans son lit, son teint bien plus rosé que la veille. Il l'accueille avec un sourire faible mais sincère. « Vous êtes venue ? Merci, mademoiselle. »« Marion, c'est bien cela. » commence-t-il doucement. « Oui, monsieur, » répond-elle timidement. Son regard descend rapidement vers le collier de Marion. Ses yeux se figent, et il pointe du doigt le pendentif, visiblement troublé. « Où avez-vous eu ça ?» demande-t-il, la voix tremblante. « C'était un cadeau de ma mère, » répond Marion, déconcertée. « Pourquoi ?» Benoît fouille dans un tiroir et en sort une photo. Il la tend à Marion. Une femme magnifique y sourit, portant un pendentif identique. « Ce pendentif appartenait à ma femme, Aurélie, » murmure-t-il. « Elle l'avait le jour où elle a disparu. » Marion reste figée, ses pensées tourbillonnant. Que signifiait tout cela? Marion serre la photo entre ses doigts tremblants, incapable de détourner le regard. La femme sur l'image est magnifique, rayonnante de joie. Mais ce n'est pas cela qui l'ébranle. Non, c'est ce pendentif autour de son cou. Identique au sien, gravé avec une finesse presque irréelle, une petite étoile discrète, mais porteuse d'un mystère qu'elle ne comprend pas encore. « Je ne comprends pas », murmure Marion, la voix hésitante. Benoît, visiblement ému, s'enfonce dans son oreiller. Il reste silencieux un moment, comme s'il luttait pour trouver les mots justes. Puis, il prend une inspiration profonde. Ce pendentif, poursuit-il lentement, était un cadeau. Un cadeau que j'ai offert à ma femme, Aurélie, le jour où nous avons appris qu'elle était enceinte. Elle ne le quittait jamais, jamais. Le cœur de Marion s'emballe. Enceinte. Ce mot résonne dans son esprit, déclenchant un tourbillon de questions. Comment est-ce possible? Sa mère adoptive ne lui avait jamais parlé d'une histoire semblable. Mais au fond d'elle, une petite voix commence à chuchoter. « Et si... Monsieur Dufresne, dit-elle prudemment, vous pensez qu'il pourrait y avoir un lien entre moi et... votre femme ?» Benoît hoche la tête, ses traits marqués par une intensité qui la trouble. « Je ne veux pas tirer de conclusions hâtives, mais... ce pendentif ne peut pas être une coïncidence. Et si vous permettez, j'aimerais en savoir plus sur vous, sur votre passé. » Marion hésite. Elle n'a rien à cacher. Mais l'idée de creuser dans son histoire lui semble soudain intimidante. Pourtant, une part d'elle-même veut aussi comprendre. Alors, elle accepte, de retour chez elle. Marion fouille dans une petite boîte en métal où elle conserve ses souvenirs d'enfance. Parmi les objets anodins, des photos scolaires, une carte postale d'un voyage à la campagne, se trouve une lettre jaunie. Elle l'a lue des dizaines de fois, mais elle ne lui a jamais donné beaucoup d'importance jusqu'à aujourd'hui. C'est une note écrite par sa mère adoptive, expliquant que Marion avait été trouvée bébé près d'un hôpital de campagne. « Nous t'avons recueilli parce que ton arrivée était un miracle. » Disait la lettre, « Ton sourire a illuminé nos vies dès le premier jour. Nous ne savons rien de ta famille biologique, mais sache que tu as toujours été aimé. » Marion relit ces mots avec une nouvelle perspective. Et si cet hôpital était proche de l'endroit où Aurélie avait disparu? Elle serre la lettre contre sa poitrine. Submergée par l'émotion, elle doit en savoir plus. Le lendemain, Marion retourne à l'hôpital pour partager ce qu'elle a découvert avec Benoît. Il l'accueille avec un mélange de nervosité et d'espoir. Elle lui tend la lettre. Benoît la lit attentivement, ses doigts se crispant légèrement à mesure qu'il avance dans le texte. « Près d'un hôpital de campagne », répète-t-il à mi-voix, pensif. Cela pourrait correspondre à l'endroit où l'accident d'Aurélie a eu lieu. Il se lève précipitamment, malgré la fatigue qui pèse encore sur son corps. Sa détermination est palpable. « Mademoiselle Marion, je crois que nous devons visiter cet endroit. Si vous êtes d'accord ? » « Bien sûr. » Marion acquiesce. Même si une part d'elle craint ce qu'il pourrait découvrir, elle sait qu'elle ne peut pas tourner le dos à cette quête. Quelques jours plus tard, Benoît et Marion se retrouvent sur une route isolée à la lisière d'un petit village. La scène est étrangement paisible. Mais Benoît est visiblement ébranlé. « C'est ici », murmure-t-il. « C'est ici que tout a changé. » Il désigne un virage abrupt bordé par des arbres. Marion essaie d'imaginer l'accident, le chaos, la peur. Mais ce qui attire son attention, c'est la solitude du lieu.
Elle se demande comment quelqu'un aurait pu survivre à un tel isolement. Ils se rendent ensuite à l'hôpital local, un petit bâtiment modeste qui semble figé dans le temps. Après plusieurs échanges avec le personnel, une infirmière âgée les interrompt. « Vous cherchez des informations sur un accident qui s'est produit il y a longtemps ?» demande-t-elle en plissant les yeux. Benoît répond immédiatement, le ton urgent. « Oui, c'était il y a 25 ans. Une femme, enceinte. Elle portait un pendentif comme celui-ci. » Il sort la photo d'Aurélie de sa poche et la montre à l'infirmière. Celle-ci la regarde longuement, son expression s'adoucissant. « Oui, je me souviens, » dit-elle finalement. « C'était une nuit terrible. Une femme enceinte avait été amenée ici après un accident de voiture, mais elle n'a pas survécu longtemps. Enfin, c'est ce qu'on nous a dit. » Marion retient son souffle. « Ce qu'on nous a dit. » Elle sent un frisson parcourir son dos. « Vous voulez dire qu'elle a été prise en charge ici ? Et ensuite ?» demande-t-elle. L'infirmière hésite. « J'étais jeune à l'époque, mais il y avait des rumeurs que quelqu'un avait emmené le bébé, que l'enfant avait survécu, mais je ne sais pas qui, ni pourquoi. » Benoît serre les poings, son visage tordu par l'émotion. Marion, quant à elle, sent ses jambes vaciller. Toutes ces années, elle avait vécu sans connaître son passé. Et maintenant, les pièces du puzzle semblaient se rapprocher dangereusement. Dans la voiture du retour, le silence règne. Marion fixe le pendentif autour de son cou, sa main le touchant machinalement. Benoît, les yeux rivés sur la route, semble perdu dans ses pensées. « Si ce qu'elle a dit est vrai, » commence Marion doucement, « cela signifie que je suis peut-être votre fille. » Les mots résonnent lourdement dans l'habitacle. Benoît tourne la tête vers elle, un mélange de choc et d'espoir brillant dans ses yeux. « Et si c'était vrai ?» murmure-t-il. « Et si nous pouvions retrouver ce qui nous a été volé ?» Le trajet du retour vers Paris est empreint de silence. Marion regarde les paysages défiler par la fenêtre, mais son esprit est ailleurs. Submergée par les révélations de la journée, elle passe ses doigts sur le pendentif autour de son cou, comme pour chercher une réponse dans ce petit objet qui semble contenir plus de mystères qu'elle n'aurait jamais imaginé. De son côté, Benoît conduit, les traits crispés par une concentration intense. Mais ce n'est pas la route qu'il voit, ce sont les souvenirs d'Aurélie. Son rire résonne encore dans sa mémoire. Sa voix douce lui disant qu'ils allaient devenir parents, il n'avait jamais imaginé que ce jour, qui aurait dû être le début d'une nouvelle vie, finirait par briser la sienne. « Vous êtes sûr que ça va ?» demande Marion soudain, rompant le silence. Benoît sursaute légèrement, mais acquiesce. « Oui, désolé, c'est juste beaucoup à digérer. Si tout cela est vrai, alors, vous êtes... » Il s'interrompt, incapable de formuler ce qu'il ressent. Marion détourne les yeux, mal à l'aise. Elle n'est pas prête à entendre ces mots. Pas encore. Tout cela lui semble irréel, comme un rêve étrange dont elle ne parvient pas à se réveiller. Une fois arrivée chez elle, Marion s'effondre sur son lit. Elle fixe le plafond, les pensées tourbillonnant dans sa tête. La lettre de sa mère adoptive repose sur la table de chevet, un rappel constant des questions sans réponse. Elle se remémore son enfance. Ses parents adoptifs aimants mais toujours un peu distants quand il s'agissait de parler de son adoption. À l'époque, elle n'avait pas insisté. Maintenant, elle le regrette. Elle décide d'appeler sa tante, la sœur de sa mère adoptive, espérant obtenir des informations supplémentaires. « Tante Élise, c'est Marion, j'ai besoin de vous poser une question », dit-elle après les salutations d'usage. Sa tante, toujours chaleureuse, lui répond avec curiosité. « Bien sûr, ma chérie, que se passe-t-il ? C'est au sujet de mon adoption. Maman m'avait laissé une lettre, mais... Est-ce qu'elle vous avait dit autre chose ? Vous savez d'où je viens exactement ?» Un silence suit sa question. Marion sent son cœur s'accélérer. Finalement, Élise parle, sa voix plus grave que d'habitude. « Marion, je ne sais pas grand-chose. Ta mère m'avait dit que tu étais un miracle, que tu étais apparue dans nos vies au moment où elle en avait le plus besoin, mais elle n'a jamais voulu parler de ta famille biologique. Je crois que c'était trop douloureux pour elle. » Ces mots laissent Marion perplexe. Pourquoi aurait-ce été douloureux ? Était-ce lié à l'accident dont l'infirmière avait parlé ? Elle remercie sa tante et raccroche. Mais le sentiment d'inconnu pèse encore plus lourdement sur ses épaules. Pendant ce temps, Benoît est plongé dans ses propres recherches. Installé dans son bureau,
Il examine des dossiers poussiéreux et des coupures de presse qu'il avait gardées sur l'accident d'Aurélie. À l'époque, il avait tout tenté pour comprendre ce qui s'était passé, mais l'enquête avait conclu à un tragique accident causé par une chaussée glissante. Cependant, un détail attire maintenant son attention. Une ligne dans le rapport de police mentionnant un véhicule suspect vu à proximité des lieux peu avant l'accident. À l'époque, cela n'avait pas semblé significatif. Aujourd'hui, Benoît se demande si ce véhicule pourrait être la clé d'une vérité plus sombre. Il décroche son téléphone et appelle un vieil ami, Julien, qui travaille encore dans la police. « Julien, c'est Benoît. J'ai besoin de ton aide pour ouvrir une vieille affaire, » dit-il sans détour. Julien, d'abord réticent, finit par accepter après avoir entendu les détails. Il promet de chercher les archives concernant l'accident d'Aurélie. Le lendemain, Marion et Benoît se retrouvent dans un petit café près de l'immeuble où elle travaille. Benoît a les traits tirés, mais une étincelle d'espoir brille dans ses yeux. « Julien va m'aider à trouver plus d'informations, » commence-t-il. « Mais en attendant, j'aimerais qu'on fasse un test ADN. » Marion recule légèrement sur sa chaise. L'idée de confronter la vérité d'une manière aussi irréfutable la terrifie. Pourtant, elle sait qu'elle ne peut pas continuer à vivre dans l'incertitude. « D'accord, » finit-elle par dire. « Si cela peut nous donner des réponses, faisons-le. » Quelques jours plus tard, Marion se tient dans une clinique, un coton-tige à la main. L'infirmière lui explique calmement le processus, mais elle n'entend qu'à moitié. Ses pensées sont ailleurs, sur ce que les résultats pourraient signifier pour elle. Est-elle vraiment la fille d'Aurélie et Benoît? Et si oui, pourquoi avait-elle été séparée de ses parents biologiques? Benoît, qui l'accompagne, lui adresse un sourire encourageant. Lui aussi est nerveux, mais il essaie de dissimuler son agitation. Peu importe ce que disent les résultats. « Vous n'êtes pas seule, Marion, » dit-il doucement. « Vous êtes déjà une personne remarquable. » Avec ou sans ce test, ces mots réchauffent le cœur de Marion. Elle réalise qu'au-delà de la quête pour découvrir la vérité, Benoît se soucie vraiment d'elle. Peut-être que, pour la première fois, elle commence à se sentir moins seule. De retour chez lui, Benoît reçoit un appel de Julien. « Benoît, j'ai trouvé quelque chose, » dit Julien, la voix grave. Concernant ce véhicule suspect près de l'accident. Il appartenait à Paul. Benoît reste sans voix. Paul, son propre frère. Une onde de choc le traverse, alors que des souvenirs enfouis refont surface. Aurélie avait mentionné à plusieurs reprises que Paul se comportait étrangement autour d'elle. Et si cet accident n'était pas un accident après tout, il raccroche, le souffle court. La perspective que son frère ait pu jouer un rôle dans la tragédie est insupportable. Mais il sait qu'il doit affronter cette vérité. Coûte que coûte, le choc des dernières révélations a laissé Benoît à bout de souffle. Il s'appuie contre le bureau de son salon, son regard fixant un point invisible dans l'air. Si Julien avait raison, cela signifiait que Paul, son propre frère, était impliqué dans l'accident qui avait bouleversé sa vie. Une vague de colère mêlée de tristesse monte en lui. Pourquoi? Pourquoi Paul aurait-il fait une chose pareille? Il décide de ne pas précipiter ses conclusions. Les faits doivent parler d'eux-mêmes. Il appelle immédiatement Marion pour lui parler de cette nouvelle découverte. « Marion, j'ai besoin de te voir. C'est urgent, » dit-il d'une voix tendue. « Bien sûr. Où voulez-vous qu'on se retrouve ?» répond-elle, bien qu'inquiète du ton de Benoît. Ils conviennent de se retrouver dans un petit parc près de Montmartre, un endroit calme où ils pourront discuter en toute tranquillité. Assise sur un banc de pierre, Marion serre les mains, observant Benoît, qui marche nerveusement de long en large devant elle. Finalement, il s'arrête et plonge son regard dans le sien. Julien a trouvé quelque chose dans les archives. Commence-t-il. Un véhicule suspect, repéré près du lieu de l'accident, appartenait à mon frère, Paul. Marion reste sans voix. Elle a rencontré Paul une seule fois, lors d'un événement à l'immeuble où elle travaille. Il lui avait semblé charismatique, bien qu'un peu trop sûr de lui. L'idée qu'il puisse être lié à un tel drame lui semble irréelle. « Vous pensez qu'il a quelque chose à voir avec l'accident ?» demande-t-elle, hésitante. « Je ne sais pas encore », répond Benoît en passant une main tremblante dans ses cheveux. « Mais je vais le découvrir. » Marion hoche la tête. Elle peut voir que Benoît est bouleversé, mais déterminé. Elle décide de l'accompagner dans cette quête, quelles que soient les vérités qu'il pourrait découvrir. Le lendemain, Benoît contacte Julien pour approfondir les recherches. Julien lui promet de creuser davantage et de lui fournir toutes les informations disponibles. En attendant,
Benoît décide de revoir des documents qu'il avait mis de côté depuis des années. Des journaux, des lettres, des rapports de police. Il cherche un indice qu'il aurait pu négliger. Marion, de son côté, décide d'explorer ses propres pistes. Elle retourne à l'hôpital où elle avait été trouvée bébé, espérant parler à d'autres personnes qui pourraient se souvenir de cette époque. Après plusieurs questions auprès du personnel, elle est dirigée vers un homme âgé qui travaillait autrefois comme vigile à l'hôpital. « Je me souviens vaguement d'une histoire comme celle-là », dit-il en fronçant les sourcils. « Une femme enceinte, amenée après un accident. Mais ce qui m'a marqué, c'est qu'un homme est venu récupérer le bébé peu après. On m'avait dit qu'il était un parent. Mais maintenant que vous mentionnez tout ça, je ne suis pas sûre que c'était vrai. » Marion sent son cœur se serrer. Un homme, qui pourrait-il être? Elle remercie le vigile pour son aide et quitte l'hôpital, la tête pleine de nouvelles questions. Pendant ce temps, Benoît décide de confronter Paul. Il l'invite à déjeuner dans un restaurant chic, prétextant vouloir discuter de l'avenir de l'entreprise familiale. Paul, toujours prompt à montrer son assurance, accepte sans hésiter. Assis à une table près de la fenêtre, Benoît observe son frère avec attention. Paul parle avec animation de ses derniers investissements, mais Benoît ne peut s'empêcher de se demander ce qui se cache derrière son sourire confiant. « Paul, tu te souviens de l'accident d'Aurélie ?» demande Benoît brusquement, interrompant son discours. Paul lève un sourcil, visiblement surpris par la question. « Bien sûr, pourquoi cette question maintenant? Julien m'a dit que ta voiture avait été vue près des lieux ce jour-là, » poursuit Benoît. Son regard perçant, le sourire de Paul s'efface légèrement. Il prend une gorgée de vin avant de répondre. « Et alors, j'étais souvent dans cette région à l'époque. » Cela ne prouve rien. Benoît serre les poings sous la table. Il sait que Paul évite de répondre directement, mais il décide de ne pas insister pour le moment. Il a besoin de preuves solides avant de l'accuser ouvertement. De retour chez elle, Marion reçoit un appel de Benoît. Il lui raconte son déjeuner avec Paul et ses soupçons croissants. « Je crois qu'il cache quelque chose, » dit Benoît, « mais je ne peux pas encore le confronter directement, pas sans preuve. »« Alors nous devons continuer à chercher, » répond Marion avec détermination. Elle propose de visiter les archives municipales pour trouver d'autres documents liés à l'accident. Benoît accepte, reconnaissant pour son soutien. Les jours suivants, Marion et Benoît passent des heures à éplucher des dossiers. Finalement, ils tombent sur un rapport de témoin qui avait été ignoré à l'époque. Une femme avait déclaré avoir vu 2 voitures sur les lieux de l'accident, et non une seule. La première correspondait à la description de la voiture d'Aurélie. La seconde était un modèle identique à celui de Paul. « C'est un début, » murmure Benoît, le regard sombre. « Mais il nous faut plus. » Marion regarde le rapport, un mélange de frustration et d'espoir dans les yeux. Elle sait qu'il s'approche de la vérité, mais elle sent aussi que cette vérité sera difficile à affronter. Alors qu'il quitte les archives, Benoît reçoit un appel de Julien. « Benoît, je crois que j'ai trouvé ce que tu cherches. Il y a une vieille facture pour des réparations sur la voiture de Paul, datée peu après l'accident. Je te l'envoie. » Benoît ouvre le fichier joint et lit les détails avec attention. Une réparation majeure avait été effectuée sur l'avant droit du véhicule, correspondant à une collision. C'était la pièce manquante qu'il cherchait. Il se tourne vers Marion, les mains tremblantes. « Je crois que nous avons notre preuve, » dit-il. Paul n'a plus d'échappatoire. Benoît repose la facture que Julien lui a envoyée. Ses mains tremblent encore. Mais cette fois, ce n'est pas de nervosité, c'est de colère. Tout ce qu'il avait redouté semble se confirmer. Paul, son propre frère, pourrait être à l'origine de l'accident qui a détruit sa vie. Il inspire profondément, essayant de contenir son agitation. Il doit agir avec précaution. Paul est rusé, et un affrontement direct pourrait compromettre leurs efforts pour découvrir toute la vérité. Marion, assise en face de lui, observe en silence. Elle voit la douleur dans les yeux de Benoît, mais aussi une détermination inébranlable. Elle veut l'aider, mais elle sent également une crainte grandissante. Si tout cela est vrai, jusqu'où Paul serait-il prêt à aller pour protéger son secret? « Que faisons-nous maintenant ?» demande-t-elle finalement, brisant le silence. Benoît lève les yeux vers elle. Ses traits fatigués mais résolus. « Nous rassemblons tout ce que nous avons. Julien peut nous aider à obtenir un mandat pour accéder au dossier de Paul. Mais cela ne suffira pas. Nous avons besoin d'un témoignage,
quelque chose qui lie directement Paul à ce qu'il a fait, Marion réfléchit un instant. Elle repense à la vieille infirmière et au vigile de l'hôpital. Peut-être qu'eux, ou quelqu'un d'autre, ont encore des détails à partager. Elle propose d'y retourner pour creuser davantage, et Benoît accepte. Ils se séparent pour couvrir plus de terrain. Pendant ce temps, Paul commence à se douter que quelque chose ne va pas. Lors de leur déjeuner, il avait remarqué l'insistance inhabituelle de Benoît sur l'accident d'Aurélie. Maintenant, il reçoit des appels étranges de connaissances communes. Mentionnant que Benoît pose des questions sur ce jour fatidique, Paul sait qu'il doit agir rapidement. Dans son bureau, il parcourt des documents personnels qu'il avait gardés cachés depuis des années. Il trouve un dossier contenant des preuves compromettantes liées à l'accident, des traces qu'il avait soigneusement dissimulées à l'époque. Il décide qu'il est temps de s'en débarrasser pour de bon. Paul appelle son assistant personnel, un homme discret mais loyal, et lui demande de détruire ces documents. Il insiste pour que cela soit fait immédiatement. Mais l'assistant, curieux, fait une copie numérique avant d'exécuter les ordres de Paul. Il pressent que ces informations pourraient valoir cher un jour. Marion retourne à l'hôpital et parle à nouveau avec le vigile. Cette fois, elle pose des questions plus précises sur l'homme qui aurait pris le bébé. Après un moment de réflexion, le vieil homme se souvient d'un détail crucial. Maintenant que vous en parlez, il y avait quelque chose de bizarre. L'homme portait un costume très chic, mais il semblait nerveux, presque paniqué. Je me souviens aussi qu'il conduisait une voiture de luxe, une berline noire. Marion sent un frisson parcourir son dos. La description correspond parfaitement à Paul. Elle remercie le vigile et quitte l'hôpital en vitesse, son cœur battant à tout rompre. Benoît, de son côté, se rend à une réunion avec Julien. Ils examinent ensemble les preuves rassemblées jusqu'à présent. Julien est prudent, mais il admet que les éléments commencent à former un dossier solide. Avec ces preuves, nous pouvons demander une enquête officielle, dit Julien. Mais je dois te prévenir, Benoît, si Paul sent la pression monter, il pourrait devenir dangereux. Benoît acquiesce. Il connaît son frère mieux que quiconque. Paul a toujours été compétitif, prêt à tout pour obtenir ce qu'il voulait. Mais même lui n'aurait jamais imaginé qu'il pourrait être capable de détruire une vie par pure jalousie. « Je veux la vérité, Julien », dit-il fermement. Peu importe les risques. Pendant ce temps, Paul reçoit un appel inattendu de son assistant. « Monsieur Dufresne, je pensais que vous deviez savoir. J'ai entendu dire que votre frère enquête sur vous. Il parle à des policiers et à d'anciens témoins. Je crois qu'il est sérieux. » Paul serre le téléphone si fort que ses jointures blanchissent. « Je m'en occupe », répond-il froidement avant de raccrocher. Paul sait qu'il doit reprendre le contrôle de la situation. Il décide de confronter Benoît directement, mais pas avant d'avoir un plan. Il commence à contacter des avocats et des associés de confiance pour préparer une défense. Au cas où les choses tourneraient mal, Marion retrouve Benoît plus tard dans la soirée pour lui parler de ce qu'elle a découvert à l'hôpital. « Le vigile m'a dit qu'un homme en costume conduisant une berline noire a pris le bébé, dit-elle. Il semblait nerveux, presque effrayé. Benoît serre les dents. Il n'a plus de doute. Paul était impliqué. Mais pourquoi aurait-il pris le bébé? Était-ce pour protéger quelqu'un? Ou avait-il d'autres intentions? Nous devons savoir ce qu'il a fait ensuite, dit Benoît. Peut-être qu'il a donné le bébé à une autre famille, ou qu'il l'a confié à quelqu'un de confiance. Marion hoche la tête. Elle sait que le chemin vers la vérité sera encore long, mais elle est prête à tout pour obtenir des réponses. Pendant la nuit, Paul fait un mouvement imprudent, en tentant de manipuler un ancien employé qui connaissait certains détails de l'accident. Il laisse échapper des informations compromettantes. L'employé, désormais méfiant, enregistre secrètement la conversation et décide de transmettre l'audio à Benoît. Le lendemain matin, Benoît écoute l'enregistrement avec Julien et Marion. La voix de Paul est claire et nette. « Je n'avais pas le choix. Aurélie devait comprendre qu'elle ne pouvait pas continuer comme ça, dit-il. Je ne voulais pas que ça se termine ainsi, mais c'était trop tard. » Ces mots suffisent à confirmer les pires craintes de Benoît. Son propre frère avait joué un rôle actif dans la tragédie, mais il sait que ce n'est que le début. Il doit encore comprendre toute l'étendue des actions de Paul, et surtout, découvrir ce qu'il est advenu d'Aurélie ce jour-là. Le soleil commence à se lever sur Paris, baignant la ville d'une lumière dorée. Mais dans l'appartement de Benoît, l'atmosphère est sombre. L'enregistrement audio de Paul tourne en boucle, chaque mot résonnant dans la pièce comme un coup de marteau.
Benoît a du mal à croire que son propre frère ait pu commettre un acte aussi impardonnable. Il serre les poings, sa colère et sa tristesse se mêlant dans un tourbillon d'émotions incontrôlables. Marion, assise sur le canapé, fixe le pendentif autour de son cou. L'idée que Paul ait joué un rôle dans l'accident qui a bouleversé la vie de Benoît et possiblement celle d'Aurélie la rend malade. Elle prend une profonde inspiration, décidée à aller jusqu'au bout. « Qu'allons-nous faire maintenant ?» demande-t-elle doucement. Benoît, les yeux rivés sur le mur, finit par répondre. « Nous devons confronter Paul, mais pas sans être totalement préparés. Julien m'a conseillé d'attendre d'avoir plus de preuves. Cet enregistrement est puissant, mais il ne suffira pas pour le faire tomber. » Marion hoche la tête. Bien qu'elle sente l'impatience de Benoît, elle sait que la vérité doit être exposée de manière irréfutable, sinon Paul trouvera un moyen de s'en sortir. Pendant ce temps, Paul, dans son luxueux appartement du 16e arrondissement, commence à sentir la pression monter. Les bruits de couloir se multiplient, et il reçoit des appels de collègues qui lui posent des questions étranges. Il sait que Benoît est sur sa piste, et cela le rend furieux. Il décide d'organiser une réunion avec ses avocats pour anticiper tout problème juridique. Cependant, il ne peut s'empêcher de ressentir un frisson d'appréhension. Benoît est persévérant, et Paul connaît son frère suffisamment bien pour savoir qu'il n'abandonnera jamais. Quelques jours plus tard, Marion reçoit un appel inattendu de l'ancienne infirmière de l'hôpital. La voix de la vieille femme tremble légèrement, mais elle semble déterminée. « Mademoiselle, j'ai réfléchi à ce que vous m'avez demandé. Il y a quelque chose que je ne vous ai pas dit. À l'époque, un homme est venu me voir après l'accident. Il m'a demandé de garder le silence sur certains détails, et il m'a payé pour ne rien dire. » Marion sent son cœur s'accélérer. « Vous souvenez-vous de qui il s'agissait ?» demande-t-elle, sa voix légèrement tremblante. L'infirmière hésite un moment. « Je ne peux pas en être certaine, mais il ressemblait beaucoup à l'homme sur les photos que vous avez montrées. L'homme que vous appelez Paul ?» Ces mots confirment les soupçons de Marion. Elle remercie l'infirmière et se précipite chez Benoît pour partager la nouvelle. Lorsque Marion arrive, Benoît est en pleine conversation avec Julien, qui a réussi à obtenir des informations supplémentaires sur la voiture de Paul. Les réparations effectuées après l'accident incluaient non seulement des dommages frontaux, mais également des traces de peinture correspondant à celles de la voiture d'Aurélie. Julien sourit légèrement, satisfait de ses trouvailles. « Nous avons presque tout ce qu'il faut, » dit-il. « Avec ces preuves, nous pouvons demander une enquête officielle. » Marion partage alors ce qu'elle a appris de l'infirmière. Benoît serre les dents, ses soupçons devenant de plus en plus une certitude. Il remercie Marion pour son courage et décide qu'il est temps de faire un pas audacieux. Le lendemain, Benoît organise une réunion avec Paul, cette fois dans un cadre plus privé, leur maison familiale à l'extérieur de Paris, un lieu chargé de souvenirs. Paul accepte, bien qu'avec une certaine réticence. Il sait que son frère a des questions, mais il est convaincu qu'il peut manipuler la situation à son avantage. Lorsque Paul arrive, il trouve Benoît assis dans le salon, un dossier épais posé sur la table. Marion est assise dans un coin, observant la scène en silence. Paul sourit froidement. « Alors, Benoît, à quoi dois-je l'honneur ?» demande-t-il d'un ton léger. Benoît ne répond pas immédiatement. Il ouvre le dossier et en sort une série de documents, la facture des réparations, le témoignage de l'infirmière et une copie de l'enregistrement audio. « Paul, il est temps que tu sois honnête, » commence Benoît, sa voix calme mais tranchante. « Qu'as-tu fait ce jour-là? Pourquoi étais-tu sur les lieux de l'accident ?» Paul reste figé un instant, son sourire s'effaçant lentement. Il sait qu'il est acculé, mais il tente de garder son sang-froid. « Benoît, tu sais bien que je n'ai rien à voir avec ça. Ce sont des coïncidences, rien de plus, » dit-il. Mais sa voix trahit une nervosité croissante. Benoît se lève, les yeux brûlants de colère. « Ne me mens pas, Paul. Nous avons des preuves. Ton silence ne fera qu'aggraver les choses. » Paul se lève à son tour, son visage déformé par la rage. « Et si c'était vrai ?» crache-t-il. « Oui, j'étais là ce jour-là. Et oui, j'ai pris des décisions. Mais tu n'as aucune idée de ce que c'était pour moi de te voir avec Aurélie. Toujours si parfait, si heureux. Alors que moi, je n'étais rien. » Ces mots frappent Benoît comme une gifle. Il recule d'un pas, abasourdi par la confession de son frère. « Tu as mis fin à sa vie, par jalousie, » murmure-t-il, incapable de comprendre l'ampleur de la trahison. Paul détourne le regard, incapable de répondre. Benoît, submergé par l'émotion, serre les poings
Mais avant qu'il ne puisse dire autre chose, Marion intervient. « Ce n'est pas seulement votre frère que vous avez détruit, dit-elle d'une voix tremblante. C'est aussi ma vie. » Paul se tourne vers elle, confus. « Et toi, qui es-tu » demande-t-il sèchement. « Je suis Marion, la fille d'Aurélie, » répond-elle. Son regard défiant, un silence glacé s'abat dans la pièce. Paul semble déconcerté, mais avant qu'il ne puisse répondre, Benoît reprend. « Nous avons assez de preuves pour t'envoyer en prison, Paul. Il est temps que tu assumes tes actes. » Paul reste silencieux, mais son visage trahit une panique croissante. Il sait que son temps est compté. Le silence dans la maison familiale est presque assourdissant. Paul, figé au centre du salon, tente de masquer sa panique. Son esprit s'emballe, cherchant une issue, un moyen de renverser la situation. Benoît, debout face à lui, le regard fixe, contient à peine la rage et la douleur qui bouillonnent en lui. Marion, assise près de la fenêtre, serre son pendentif dans sa main, sentant que le moment décisif est proche. Paul inspire profondément et brise finalement le silence. « Alors, qu'est-ce que tu veux, Benoît ? Tu veux me faire accuser pour un accident survenu il y a 25 ans. Tu crois vraiment que ça va changer quelque chose ?» dit-il avec un rictus cynique. Benoît s'avance, déposant calmement les preuves sur la table entre eux. « Ce n'était pas un accident, Paul. Ce que tu as fait, ce n'était pas une simple erreur. Tu as détruit ma vie. Tu as détruit celle d'Aurélie et celle de Marion, » ajoute-t-il en désignant la jeune femme. « Regarde-la, tu lui dois la vérité. » Paul jette un coup d'œil à Marion, son regard fuyant. Il essaie de maintenir son calme. Mais l'impact de ces mots le déstabilise. La vérité. Quelle vérité ? Elle ne sait même pas qui elle est, ricane-t-il, tentant de détourner la conversation. Marion se lève brusquement, ses yeux brillants de colère et de tristesse. « Non, je ne sais pas tout, mais je sais une chose. Vous avez volé ma vie. Tout ce que j'ai vécu, toutes les réponses que je cherchais, tout mène à vous. Pourquoi avez-vous fait ça ? Pourquoi avoir pris le bébé ? Pourquoi avoir caché tout ça ?» s'écrie-t-elle, la voix tremblante. Paul recule d'un pas, pris au piège. Il finit par céder sous la pression, sa voix baissant d'un ton. « Je ne voulais pas que ça aille si loin, » murmure-t-il. « Aurélie, elle n'était pas censée mourir. Je voulais juste qu'elle parte, qu'elle comprenne qu'elle m'appartenait. » Ces mots plongent la pièce dans un silence glacial. Benoît reste bouche bée, la confession de son frère dépassant tout ce qu'il aurait pu imaginer. Marion, quant à elle, sent un mélange de dégoût et de chagrin l'envahir. « Vous l'aimiez ?» demande-t-elle avec incrédulité. Paul hoche la tête lentement, son visage marqué par une tristesse sombre. « J'étais fou d'elle, bien avant que toi, Benoît, ne vienne tout gâcher. Elle aurait dû être avec moi. Mais elle t'a choisi, toi, le frère parfait. Alors oui, j'ai agi, j'ai fait en sorte qu'elle disparaisse de ta vie, mais le bébé, je n'avais pas prévu ça. Quand j'ai réalisé qu'elle était enceinte, je n'ai pas pu laisser l'enfant à ton image, » dit-il, la voix brisée. Benoît sent ses jambes fléchir sous le poids de la trahison. Il s'assied lentement, le regard vide. Son propre frère, son sang, avait orchestré tout cela par jalousie et obsession. Marion, malgré l'intensité des émotions qui la submergent, garde la tête froide. Elle s'approche de Paul, son pendentif brillant sous la lumière du salon. « Et alors, après avoir pris le bébé, qu'avez-vous fait ? Où étiez-vous ? Qui m'a adopté ?» demande-t-elle avec une froideur calculée. Paul secoue la tête, son regard devenant flou. « Je ne savais pas quoi faire, je t'ai confié à une femme, une vieille connaissance. Elle m'a promis de s'occuper de toi, de te trouver une famille. Je ne voulais pas que tu disparaisses complètement, mais je ne pouvais pas te garder non plus. C'était trop risqué. » Marion sent un nœud se former dans sa gorge. Ses aveux brutaux répondent à certaines de ses questions, mais ils en soulèvent encore plus. Elle détourne les yeux, cherchant à contenir ses larmes. Pendant ce temps, Benoît se redresse, retrouvant peu à peu son calme. Il regarde Paul avec une nouvelle clarté. Il ne voit plus son frère, mais un homme rongé par l'obsession, prêt à tout détruire pour assouvir ses désirs. « C'est fini, Paul, » dit-il d'une voix grave. « Nous avons tout ce qu'il faut. Julien prendra le relais à partir de maintenant. » Paul, comprenant qu'il a perdu, éclate de colère. « Tu penses vraiment que tu peux tout réparer ? Benoît, même si tu retrouves Aurélie, même si tu répares les morceaux brisés,
Rien ne sera jamais comme avant. Moi, je n'aurai rien, crie-t-il, son visage déformé par la rage. Benoît le regarde avec une compassion inattendue. Non, Paul, tu as fait ton choix, et maintenant tu devras vivre avec. Plus tard dans la soirée, Marion et Benoît retournent à Paris, laissant Paul dans la maison familiale, seul avec ses pensées, dans la voiture. Le silence est lourd, mais Marion finit par le briser. « Vous pensez qu'il disait la vérité, que ma mère a survécu ?» demande-t-elle doucement. Benoît hoche la tête. « Je veux le croire, » répond-il, « et je ferai tout pour la retrouver, pour toi, pour elle, et pour réparer ce qui peut l'être. » Marion pose une main légère sur son pendentif. Une nouvelle détermination brûle en elle. Peu importe ce que l'avenir réserve, elle ne reculera pas. Les jours qui suivent la confrontation avec Paul sont marqués par une tension palpable. Benoît, déterminé à aller au bout de la vérité, se plonge dans les démarches légales avec Julien. Le dossier contre Paul se renforce chaque jour, mais une question hante toujours Benoît et Marion. Où se trouve Aurélie? Marion, quant à elle, peine à trouver le sommeil. Les aveux de Paul tournent en boucle dans son esprit. Elle passe des nuits entières à relire la lettre de sa mère adoptive, à examiner le pendentif sous toutes ses coutures, comme si un indice caché pouvait émerger. Plus le temps passe, plus elle ressent un vide qu'elle ne peut combler sans réponse. Un matin, alors que Marion se rend à son travail dans le grand immeuble parisien, elle reçoit un appel inattendu. C'est Julien. « Marion, c'est Julien. Nous avons peut-être une piste pour localiser Aurélie, » annonce-t-il d'une voix grave mais pleine d'espoir. Marion s'arrête net sur le trottoir, son cœur battant à tout rompre. « Une piste? Quelle piste ?» demande-t-elle précipitamment. « Nous avons interrogé l'ancienne connaissance de Paul, celle à qui il avait confié le bébé. Elle a parlé. Elle affirme que Paul lui aurait mentionné qu'Aurélie avait été emmenée dans un petit village après l'accident. Elle se souvient du nom, Montfleur. » Marion répète le nom à voix basse, essayant de l'assimiler. Montfleur, un endroit qu'elle n'a jamais entendu mentionner auparavant, mais qui semble soudain si crucial. Quelques heures plus tard, Marion retrouve Benoît dans son bureau. Il a déjà entendu parler de la piste, et son regard est illuminé par une lueur d'espoir qu'elle n'avait pas vue depuis des jours. « Montfleur », dit-il doucement, comme s'il testait la résonance du nom. « C'est un petit village à plusieurs heures d'ici. Si Aurélie est là-bas, il faut qu'on y aille. » Marion acquiesce immédiatement. Elle sait que ce voyage sera émotionnellement difficile, mais elle est prête. Ensemble, ils préparent le nécessaire et décident de partir dès le lendemain matin. La route vers Montfleur est longue et silencieuse. Benoît garde les mains crispées sur le volant, ses pensées oscillant entre espoir et crainte. Marion, assise à ses côtés, observe le paysage défiler. Les grandes avenues de Paris laissent place à des routes de campagne sinueuses bordées de champs et de forêts. Elle ne peut s'empêcher de se demander « Et si Aurélie était vraiment là, que dira-t-elle? La reconnaîtra-t-elle ?» Lorsqu'ils arrivent enfin à Montfleur, le village semble figé dans le temps. De petites maisons en pierre entourent une place centrale où trône une vieille fontaine. L'endroit est paisible, presque trop calme. Benoît et Marion échangent un regard, conscients que les réponses qu'ils cherchent pourraient se trouver à quelques pas d'eux. Leur première visite est pour la mairie, où un employé aimable mais sceptique écoute leur histoire. « Une femme arrivée ici il y a 25 ans, blessée, sans mémoire », répète-t-il en fronçant les sourcils. « Cela ne me dit rien, mais vous pourriez essayer de parler à Madame Bertin. Elle est la plus ancienne habitante du village. Si quelqu'un sait quelque chose, ce serait elle. » Benoît et Marion remercient l'employé et se dirigent vers la maison de Madame Bertin, une bâtisse ancienne recouverte de lierre. Une femme âgée, au visage marqué par le temps mais aux yeux vifs, leur ouvre la porte. « Oui, que puis-je pour vous ?» demande-t-elle en les scrutant avec curiosité. Benoît prend la parole, expliquant brièvement leurs recherches et mentionnant le nom d'Aurélie. À leur grande surprise, les yeux de Madame Bertin s'écarquillent légèrement. « Aurélie ?» murmure-t-elle. « Oui, je me souviens d'elle. Elle est arrivée ici il y a bien des années. Après un terrible accident, elle ne se souvenait de rien, pas même de son propre nom. » Le cœur de Benoît et de Marion bondit à ces mots. Aurélie est vivante. Mais où est-elle maintenant? Madame Bertin les invite à entrer et leur raconte ce qu'elle sait. Aurélie avait été recueillie par un couple âgé qui vivait à l'écart du village. Ils l'avaient soignée et aidée à se reconstruire.
mais elle n'avait jamais recouvré complètement la mémoire. Quelques années plus tard, après la mort du couple, Aurélie avait quitté le village. Madame Bertin croit qu'elle est partie vers une autre région, mais elle n'en est pas certaine. Marion écoute chaque mot avec attention, mais une question brûle ses lèvres. « Avez-vous des photos d'elle ?» demande-t-elle. Madame Bertin réfléchit un instant, puis se lève pour fouiller dans une vieille boîte. Elle en sort une photo jaunie montrant une femme assise près de la fontaine du village. Marion prend la photo et sent son souffle se couper. Même avec le temps écoulé, elle reconnaît les traits délicats qui lui rappellent les siens. Benoît, debout derrière elle, pose une main légère sur son épaule. « C'est elle », murmure-t-il, sa voix remplie d'émotion. Leur recherche à Montfleur ne s'arrête pas là. Avec l'aide des habitants, ils commencent à reconstituer les mouvements d'Aurélie après son départ du village. Un détail finit par émerger. Une femme correspondant à sa description aurait été vue dans une ville voisine. Travaillant dans une petite boutique d'artisanat, Benoît et Marion repartent immédiatement. Leur espoir renouvelé, sur la route, Marion observe Benoît, admirant sa résilience. Elle réalise à quel point il a souffert, mais aussi à quel point il est déterminé à réparer ce qui peut encore l'être. « Merci », dit-elle soudain, brisant le silence. Benoît la regarde, surpris. « Merci pourquoi, si ?» demande-t-il. « Pour tout, pour ne pas abandonner, pour chercher la vérité, même si elle fait mal, » dit-elle avec sincérité. Benoît sourit faiblement, mais ses yeux brillent. « C'est toi qui m'as donné une raison de continuer, Marion. Alors merci à toi. » Alors qu'ils approchent de la ville voisine. Marion ne peut s'empêcher de toucher son pendentif. Elle sent que les réponses sont proches, plus proches qu'elles ne l'ont jamais été. La ville voisine de Montfleur est animée, mais charmante. Avec ses ruelles pavées et ses boutiques pittoresques, Benoît et Marion se dirigent directement vers l'adresse indiquée par les habitants de Montfleur. Une petite boutique d'artisanat nichée au coin d'une rue tranquille. À travers la vitrine, ils aperçoivent des étagères remplies de poteries peintes à la main et de bijoux en argent. Leurs cœurs battent à l'unisson, l'espoir et l'appréhension se mêlant à chaque pas. En entrant, une clochette suspendue au-dessus de la porte retentit. Une femme derrière le comptoir lève les yeux. Ses cheveux grisonnants encadrent un visage doux, marqué par les années, mais ses yeux captent immédiatement l'attention de Benoît. Ils sont identiques à ceux qui hannent ses souvenirs. Marion les remarque aussi, son souffle se coupant. C'est elle. C'est Aurélie. La femme les fixe un moment, ses mains s'immobilisant au-dessus d'un bracelet qu'elle assemblait. Son regard trahit une confusion, comme si elle les reconnaissait vaguement, mais ne parvenait pas à comprendre pourquoi. « Bonjour », commence Marion timidement, brisant le silence. « Êtes-vous Aurélie ?» Le nom semble l'ébranler. Elle fronce légèrement les sourcils, comme si elle fouillait dans des souvenirs enfouis. « Aurélie ?» répète-t-elle doucement, sa voix teintée d'hésitation. « Non, je suis Amélie. Vous devez vous tromper. » Benoît fait un pas en avant, la gorge serrée. « Non, vous êtes Aurélie, » dit-il doucement. « Vous êtes ma femme. » Ces mots frappent à la femme comme une vague. Elle recule légèrement, les mains tremblantes. « Je ne sais pas de quoi vous parlez, » murmure-t-elle. « Je ne me souviens pas. » Marion intervient, sortant doucement le pendentif de son cou. Elle le tend à la femme. « Vous portiez ça, le jour où tout a changé ?» dit-elle, la voix tremblante. « C'est tout ce qu'il me reste de vous. Maman. » Les larmes montent dans les yeux d'Aurélie, ou d'Amélie, comme elle se fait appeler. Elle fixe le pendentif, et quelque chose dans son expression change. Ses mains se portent à son propre cou, où un vide semble soudain palpable. Des souvenirs fragmentés commencent à émerger. Ce pendentif. Je me souviens de ce pendentif, chuchote-t-elle. Mais comment est-ce possible ? Vous êtes ma fille. Marion hoche la tête, incapable de parler. Les émotions débordent, et elle sent les larmes couler sur ses joues. Amélie tend une main tremblante vers elle, et Marion s'avance, attrapant cette main comme si elle avait attendu ce moment toute sa vie. Leur réunion est interrompue par un client qui entre dans la boutique. Aurélie, visiblement troublée, s'excuse rapidement et leur demande de l'attendre derrière. Dans une petite pièce servant d'atelier, à l'intérieur, ils trouvent un espace modeste mais accueillant, rempli de pots de peinture et de croquis. Quand Aurélie les rejoint, elle est encore sous le choc.
Je ne comprends pas. Tout ce que je sais, c'est que j'ai été trouvée blessée, il y a des années, par un couple qui m'a recueillie. Ils m'ont appelée Amélie, et c'est ainsi que j'ai vécu depuis. Je n'ai jamais su qui j'étais avant cela. Benoît inspire profondément. Il pose une main rassurante sur celle d'Aurélie. Tu étais ma femme. Nous allions avoir un enfant, mais Paul, mon frère, a tout détruit. Ah. Aurélie lève les yeux vers lui, les larmes coulant sur ses joues. Paul, murmure-t-elle, ce nom éveillant une vague de souvenirs. Oui, je me souviens de lui. Il me suivait, il me regardait toujours. Mais pourquoi aurait-il fait cela? Benoît serre les dents, sa colère refaisant surface. Parce qu'il ne supportait pas de te voir heureuse avec moi. Il a orchestré l'accident et a pris notre fille. Aurélie reste sans voix. Elle se tourne vers Marion, examinant chaque trait de son visage comme pour rattraper les années perdues. « Tu es si belle », dit-elle enfin, un sourire tremblant éclairant son visage. « Je suis désolée. Désolée de ne pas avoir été là pour toi. » Marion secoue la tête, refusant de laisser la douleur du passé ternir ce moment. « Vous êtes là maintenant, et c'est tout ce qui compte », répond-elle en serrant sa mère dans ses bras. Pendant ce temps, à Paris, Paul apprend que Benoît et Marion sont partis à Montfleur. Ses contacts lui rapportent qu'ils ont retrouvé Aurélie. Pris de panique, Paul décide de fuir. Il commence à liquider certains de ses biens et contacte un complice pour obtenir de faux papiers. Mais Julien, qui surveille étroitement ses mouvements, est déjà au courant de ses plans. De retour à Paris avec Aurélie, Benoît et Marion se préparent à confronter la justice. Aurélie accepte de témoigner. Malgré la douleur de revivre ses souvenirs fragmentés, elle est déterminée à faire en sorte que Paul réponde de ses actes. Avec Julien, il rassemble toutes les preuves nécessaires et prévoit d'aller voir les autorités dès le lendemain. Mais avant cela, Benoît décide de faire une dernière visite à Paul. Accompagné de Julien, il se rend à l'appartement de son frère. Mais il trouve les lieux vides. Paul est parti, laissant derrière lui des documents déchirés et des preuves qu'il avait tenté de détruire. Julien décroche immédiatement son téléphone. « Il essaie de fuir », dit-il à l'autre bout de la ligne. Activez les alertes aux frontières. Pendant la nuit, Marion reste éveillée, assise près de la fenêtre de son appartement. Aurélie dort dans la chambre voisine, et Benoît est resté dans un hôtel non loin. Marion tient son pendentif dans sa main, réfléchissant à tout ce qu'ils ont traversé pour en arriver là. Elle sent que la fin est proche, mais elle sait aussi que certaines cicatrices ne guériront jamais complètement. Elle ferme les yeux un instant, priant silencieusement pour que la justice triomphe. Le soleil se lève sur Paris, projetant une lumière douce à travers les rideaux de l'appartement de Marion. Elle est déjà réveillée, assise à la table de la cuisine, avec une tasse de café tiède entre les mains. Le pendentif repose devant elle, brillant faiblement sous les rayons matinaux. Dans la chambre voisine, sa mère, Aurélie, dort paisiblement. Mais Marion sait que le réveil sera lourd. Les souvenirs qui ont émergé la veille bouleverseront à jamais sa perception du passé. Benoît arrive peu après, frappant doucement à la porte avant d'entrer. Il est visiblement fatigué, ses traits tirés par l'inquiétude et l'attente. « Comment va-t-elle » demande-t-il en s'asseyant en face de Marion. « Elle dort encore », répond Marion, sa voix basse. « Je crois que tout cela l'a épuisée. » Benoît hoche la tête, son regard se perdant sur le pendentif. Il tend une main hésitante pour le toucher. « Ce petit objet a traversé tant de choses, » dit-il doucement, « et il nous a ramenés ici. » Marion esquisse un léger sourire. Elle sait que, malgré la douleur, ils sont enfin en train de reconstituer les morceaux brisés de leur vie. Pendant ce temps, Julien est déjà au travail. Il suit les mouvements de Paul grâce aux informations qu'il a obtenues de ses contacts. La veille au soir, Paul a été aperçu près d'un entrepôt désaffecté à l'extérieur de Paris, probablement en train de finaliser ses préparatifs pour fuir. Julien sait qu'il doit agir vite. Il contacte Benoît pour l'informer. « Nous avons localisé Paul. Il a acheté des faux papiers et prévoit de quitter le pays aujourd'hui. Il ne reste plus qu'à attendre qu'il se montre », explique Julien. Benoît inspire profondément. Il sait que le moment de vérité est proche. « Je veux être là quand vous l'arrêterez », déclare-t-il fermement. Julien hésite un instant, mais finit par accepter. Il sait que cette confrontation est importante pour Benoît. Quelques heures plus tard, Marion et Aurélie se rendent au commissariat pour déposer officiellement leur témoignage. Aurélie est nerveuse,
Mais Marion l'encourage. « Marion, vous êtes plus forte que vous ne le pensez, dit-elle doucement, et nous allons traverser ça ensemble. » Dans la salle d'interrogatoire, Aurélie raconte tout ce dont elle se souvient, l'accident, la sensation de peur lorsqu'elle a repris connaissance. Et le couple qui l'a recueillie, elle parle également de Paul, de ses regards insistants et de son comportement étrange avant l'accident. Chaque mot est un pas vers la justice, mais aussi une libération personnelle. Pendant ce temps, Paul, ignorant que ses mouvements sont surveillés, se rend à l'aéroport Charles de Gaulle. Son plan est simple: prendre un vol pour un pays où il pourra disparaître et recommencer à zéro. Mais en approchant du guichet d'embarquement, il remarque une agitation inhabituelle. Des agents de sécurité et des policiers se déplacent rapidement, leurs regards se scrutant la foule. Son cœur s'accélère. Il tente de rester calme, mais il sait que le filet se resserre. Au moment où il présente ses faux papiers au contrôle, 2 policiers s'approchent. « Paul Dufresne, vous êtes en état d'arrestation », déclare l'un d'eux, sa voix ferme. Paul tente de protester, mais il est rapidement maîtrisé, alors qu'il est menotté. Il croise le regard de Benoît, qui se tient non loin. Les bras croisés, leurs regards s'échangent sans un mot. Mais tout est dit. Paul sait qu'il a perdu. De retour à Paris, Benoît informe Marion et Aurélie de l'arrestation. Marion, soulagée, laisse échapper un soupir qu'elle ne savait même pas retenir. « Alors, c'est fini ?» demande-t-elle. « Pas encore », répond Benoît. « Mais c'est le début de la fin. Paul devra répondre de ses actes devant la justice. » Aurélie, assise à côté de sa fille, semble pensive. Elle serre doucement la main de Marion. « Nous avons traversé tant de choses, mais je crois que nous allons enfin pouvoir avancer, » dit-elle. Marion hoche la tête, les larmes aux yeux. Elle réalise qu'elle a retrouvé non seulement sa mère, mais aussi une partie d'elle-même qu'elle pensait perdue à jamais. Les jours suivants, l'affaire Dufresne fait la une des journaux. La chute de Paul, autrefois respectée dans les cercles d'affaires, choque beaucoup de gens, mais pour Benoît, Marion et Aurélie, c'est une étape nécessaire pour tourner la page. Au commissariat, Julien montre à Benoît une copie complète du dossier. « Nous avons tout ce qu'il faut pour le condamner, avec les témoignages d'Aurélie et de Marion, ainsi que toutes les preuves que nous avons accumulées, il ne pourra pas s'en sortir, » explique-t-il. Benoît remercie Julien pour son aide précieuse. Il sait que cette bataille n'aurait pas été possible sans lui. Un soir, alors que Marion est seule chez elle, elle prend le pendentif dans ses mains. Elle pense à tout ce qu'il représente, la douleur, la perte, mais aussi l'amour et la résilience. Elle le remet autour de son cou, déterminée à le porter comme un symbole de son histoire et de sa force. Lorsque Benoît et Aurélie arrivent pour dîner, Marion les accueille avec un sourire chaleureux. Ils partagent un repas simple mais plein de joie, une célébration discrète mais sincère de leur réunion. « Nous avons encore beaucoup à reconstruire », dit Aurélie en levant son verre. « Mais je crois que nous sommes sur la bonne voie. » Benoît et Marion acquiescent, remplis d'espoir pour l'avenir. Le jour du procès de Paul approche, et la tension monte dans l'esprit de Benoît, Marion et Aurélie. Paris est plongé dans un automne froid, les feuilles dorées tombant dans les rues pavées. Mais pour la famille Dufresne, le vent glacial semble porter le poids de leur passé. Tous trois savent que ce procès n'est pas seulement un combat pour la justice, c'est aussi une étape essentielle pour leur guérison. Marion accompagne sa mère au tribunal pour une dernière préparation avec leur avocat. Aurélie est nerveuse, mais Marion lui tient fermement la main. « Vous n'êtes pas seule. Maman, nous sommes ensemble dans tout ça, » dit-elle, son ton rempli de détermination. Aurélie esquisse un sourire tremblant. Chaque mot de Marion semble la fortifier. Elle a encore du mal à se considérer comme une mère après tant d'années perdues, mais elle sent que leur lien grandit à chaque instant. Le jour du procès, la salle d'audience est remplie, des journalistes sont présents, leurs caméras braquées sur les portes principales. Paul est conduit dans la salle menottée, son visage marqué par la fatigue et l'amertume. Il évite soigneusement de croiser le regard de Benoît ou d'Aurélie, mais il ne peut ignorer l'intensité des regards qu'il lui lance. Le juge entre, et la séance commence. L'avocat de Paul tente de minimiser ses actions, arguant que les preuves sont circonstancielles et que son client n'a jamais eu l'intention de causer du tort. Mais Benoît et Julien ont monté un dossier solide. Les preuves matérielles, les témoignages, et surtout l'enregistrement audio sont accablants. Aurélie est appelée à la barre. La salle se tait complètement lorsqu'elle s'avance, son pas hésitant mais résolu. Elle prend place, inspire profondément,
et commence à raconter son histoire. Sa voix tremble légèrement au début, mais elle gagne en force à mesure qu'elle parle. Elle décrit l'accident, la peur et l'obscurité qui ont suivi, puis les années passées à vivre comme Amélie, sans savoir qui elle était vraiment. Quand elle évoque la jalousie de Paul et son comportement avant l'accident, les murmures s'élèvent dans la salle. L'avocat de Paul essaie de la déstabiliser avec des questions acerbes. Mais Aurélie reste calme, répondant avec précision et honnêteté. Marion, assise dans le public, regarde sa mère avec admiration. Elle voit une femme qui a souffert, mais qui refuse de laisser son passé définir son avenir. Après Aurélie, c'est au tour de Marion. Elle raconte son parcours, son adoption, et les années qu'elle a passées à chercher des réponses sur ses origines. Elle parle de la lettre de sa mère adoptive et du pendentif, l'objet qui a tout déclenché. Sa voix est ferme, son regard défiant. À la fin de son témoignage, elle regarde directement Paul. « Vous avez pris ma mère de moi ?» dit-elle, sa voix vibrante d'émotion. « Vous avez volé des années que nous ne pourrons jamais récupérer. Mais aujourd'hui, je choisis de ne plus laisser vos actes nous définir. » Un silence respectueux suit ces paroles. Même Paul semble affecté, bien qu'il tente de cacher sa réaction. Benoît est le dernier à témoigner. Sa colère est palpable, mais il la canalise avec une éloquence impressionnante. Il parle de sa relation avec Aurélie, de l'amour qu'il partageait et de la trahison inimaginable de son propre frère. Il finit son témoignage en regardant Paul droit dans les yeux. « Ce n'est pas seulement notre famille que tu as détruite. Paul, c'est toi-même. Et maintenant, tu dois répondre de tes actes. Le procès dure plusieurs jours, mais les preuves contre Paul sont irréfutables. L'enregistrement audio, les factures de réparation de sa voiture et les témoignages concordants d'Aurélie et Marion forment un dossier béton. L'avocat de Paul tente de semer le doute, mais il est clair que son client ne peut échapper à la justice. Le dernier jour, le verdict est rendu. Paul est reconnu coupable de mise en danger délibérée ayant entraîné la mort présumée, ainsi que de fraude et d'obstruction à la justice. Il est condamné à une peine de prison ferme. À l'annonce du verdict, un murmure parcourt la salle. Marion serre la main de sa mère, et Benoît ferme les yeux, un mélange de soulagement et de tristesse traversant son visage. Paul, escorté par les policiers, jette un dernier regard à Benoît. « Tu crois avoir gagné ?» dit-il d'une voix amère. « Mais rien ne ramènera ce que tu as perdu. » Benoît le regarde avec calme. « Non, Paul. Mais moi, je peux avancer. Toi, tu resteras prisonnier de tes choix, » répond-il avant de se détourner. Dehors, la famille se retrouve entourée par des journalistes, mais pour Marion, Aurélie et Benoît, c'est un moment intime. Ils s'éloignent de la foule et trouvent un café tranquille où ils peuvent respirer. Loin du tumulte, Aurélie lève son verre. « Nous avons enfin obtenu justice, » dit-elle, sa voix empreinte d'émotion. Benoît et Marion acquiescent, mais ils savent que ce n'est qu'une étape. La reconstruction de leur famille ne fait que commencer. Cette nuit-là, Marion écrit dans son journal, une habitude qu'elle avait abandonnée mais qu'elle reprend pour capturer ses pensées. Aujourd'hui, nous avons fermé un chapitre sombre de notre histoire, mais ce n'est pas la fin. C'est le début de quelque chose de nouveau. Pour maman, pour Benoît, et pour moi, nous avons encore un long chemin à parcourir. Mais nous sommes ensemble, et c'est tout ce qui compte. Elle ferme le carnet et se couche. Le cœur un peu plus léger, le calme revient progressivement dans la vie de Marion, Aurélie et Benoît. Le procès terminé, ils tentent de reprendre une routine normale, bien que le poids des révélations et des événements récents reste présent. Paris, avec ses rues animées et ses lumières éclatantes, offre un contraste saisissant avec le tumulte intérieur de chacun d'eux. Aurélie a décidé de rester avec Marion dans son petit appartement du 18e arrondissement. Au moins pour un temps, elles apprennent à se connaître, à combler les années perdues. Pour Marion, c'est une expérience douce amère. Elle est ravie d'avoir enfin retrouvé sa mère, mais chaque moment partagé lui rappelle tout ce qu'elles ont manqué. Un matin, Aurélie s'affaire dans la petite cuisine de Marion. Elle prépare du café et des croissants, un sourire discret illuminant son visage. Marion, encore ensommeillée, entre dans la pièce, surprise de voir sa mère déjà debout. « Bonjour », dit Aurélie en posant une tasse fumante devant elle. « J'ai pensé que c'était mon tour de préparer quelque chose. » Marion rit doucement, appréciant ce petit geste.
Merci, maman, murmure-t-elle. Le mot « maman » lui semblant encore étranger mais réconfortant. Aurélie sourit, les yeux brillants d'émotion. Elle s'assied en face de Marion, prenant une gorgée de café avant de parler. « Je sais que nous ne pourrons jamais rattraper tout ce que nous avons manqué, » commence-t-elle doucement. « Mais je veux que tu saches que je suis là maintenant, et je veux faire partie de ta vie. Si tu me le permets ?» Marion pose une main sur celle de sa mère, un sourire sincère sur les lèvres. « Vous faites déjà partie de ma vie, » répond-elle. « Et je suis heureuse de vous avoir retrouvé. » De son côté, Benoît s'efforce également de reconstruire sa vie. L'affaire avec Paul a laissé des cicatrices profondes. Mais il est déterminé à tourner la page. Il a décidé de prendre du recul par rapport à ses responsabilités professionnelles, confiant la gestion de l'entreprise à une équipe de confiance. Un jour, il invite Marion et Aurélie à déjeuner dans un petit bistrot près de la Seine. L'atmosphère est chaleureuse. Et pour la première fois depuis longtemps, ils rient ensemble, oubliant brièvement les épreuves qu'ils ont traversées. « Je pensais à quelque chose », dit Benoît en posant sa tasse de café. « Pourquoi ne pas partir en voyage, tous les trois? Un endroit calme, loin de tout ce tumulte. Cela pourrait nous aider à nous retrouver. » Marion et Aurélie échangent un regard, surprise mais enthousiaste. « Où avez-vous en tête ?» demande Aurélie, intriguée. « Peut-être la Bretagne ?» propose Benoît. Aurélie aimait beaucoup cet endroit, à l'époque. Aurélie hoche la tête, un sourire nostalgique éclairant son visage. « Oui, je crois que ce serait une bonne idée. » Quelques semaines plus tard, ils se retrouvent dans une petite maison en bord de mer, surplombant les falaises escarpées de la côte bretonne. Le vent marin emplit l'air et le bruit des vagues s'écrasant contre les rochers offre une musique apaisante. Benoît a choisi cet endroit spécifiquement pour sa tranquillité. Espérant que la beauté sauvage de la région les aide à guérir, Marion passe ses journées à explorer les environs avec sa mère. Elle se promène sur les plages, ramassant des coquillages, et partage des souvenirs d'enfance, réels ou imaginés. Pour Aurélie, chaque instant passé avec Marion est un trésor. Une opportunité de construire quelque chose de nouveau. Un soir, alors qu'ils dînent tous les trois sur la terrasse, Benoît propose un toast. « À notre famille, dit-il, levant son verre. Nous avons traversé l'enfer, mais nous sommes ici, ensemble. Et je crois que c'est tout ce qui compte. » Aurélie et Marion lèvent également leur verre, touchés par ces mots. « À un nouveau départ, » ajoute Marion, un sourire sincère illuminant son visage. Ils trinquent, et pour la première fois depuis longtemps, une paix sincère semble les envelopper. Pendant le séjour, Aurélie commence à retrouver des fragments de mémoire qu'elle avait longtemps refoulés. Un matin, alors qu'elle regarde la mer, une vague de souvenirs lui revient. Son mariage avec Benoît, la joie de découvrir qu'elle était enceinte, et même des détails plus sombres, comme le comportement de Paul. Elle en parle à Marion, qui l'encourage à écrire tout ce qu'elle se rappelle pour ne rien perdre. Aurélie décide de commencer un journal, notant chaque souvenir qui refait surface. Cela l'aide à mieux comprendre son passé, mais aussi à se réconcilier avec lui. Marion, quant à elle, est impressionnée par la résilience de sa mère. Elle voit en elle une force qu'elle aspire à cultiver elle-même. De retour à Paris après leur séjour, ils sont tous transformés. Benoît reprend doucement ses activités professionnelles, mais avec une perspective différente. Il passe plus de temps avec Marion et Aurélie, déterminé à ne plus laisser le travail dominer sa vie. Marion, inspirée par le courage de sa mère, décide de reprendre des études en histoire de l'art, une passion qu'elle avait mise de côté. Elle se sent enfin libre de poursuivre ses rêves, libérée du poids de son passé. Aurélie, quant à elle, s'installe définitivement à Paris, prête à reconstruire sa vie auprès de sa fille et de Benoît. Elle trouve un travail dans une petite galerie d'art, un environnement qui lui rappelle les choses simples et belles de la vie. Un soir, alors qu'ils dînent tous ensemble, Marion prend la parole. « Vous savez, il y a quelques mois, je n'aurais jamais imaginé que ma vie pourrait changer autant, » dit-elle. « Mais maintenant, je me sens complète. » Aurélie sourit, touchée par les mots de sa fille. « Et moi, je n'aurais jamais imaginé avoir une seconde chance. » Mais grâce à toi, Marion, et à toi aussi, Benoît, je peux enfin avancer, répond-elle. Benoît hoche la tête, ému. Nous avons encore un long chemin à parcourir,
Mais je crois que nous sommes sur la bonne voie, conclut-il. Dans ce moment simple mais profond, ils réalisent qu'ils ont trouvé quelque chose de précieux. Une famille, forgée à travers la douleur, mais renforcée par l'amour et la résilience. Les semaines passent, et la vie reprend un rythme apaisant pour Marion, Aurélie et Benoît. Les cicatrices des événements passés commencent doucement à s'estomper, même si elles ne disparaîtront jamais complètement. À travers ces épreuves, ils ont appris à reconstruire non seulement leur vie, mais aussi leur lien familial. Marion, désormais plongée dans ses études d'histoire de l'art, trouve une satisfaction qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Chaque cours, chaque projet est une manière de s'exprimer, de se réapproprier son identité. Un soir, alors qu'elle feuillette un livre de peinture dans son petit salon, Aurélie entre avec 2 tasses de thé. « Tu as l'air concentrée », dit Aurélie avec un sourire en posant une tasse devant Marion. « Je prépare un exposé sur les portraits de famille dans l'art classique », répond Marion. C'est fascinant de voir comment les artistes capturent les liens entre les gens, même à travers des siècles. Aurélie s'assied à côté d'elle, l'observant avec tendresse. « J'aimerais voir ton travail une fois terminé, » dit-elle. « Tu sais, tu m'impressionnes chaque jour. » Marion sourit. Touchée, elle n'aurait jamais imaginé avoir ces moments simples mais significatifs avec sa mère. De son côté, Benoît reprend doucement son rôle dans l'entreprise familiale, mais avec une approche différente. Les priorités de sa vie ont changé. Il passe désormais plus de temps avec Marion et Aurélie, veillant à ne pas répéter les erreurs du passé. Un jour, il invite Marion à le rejoindre dans son bureau. « J'ai quelque chose à te proposer », dit-il en lui tendant un dossier. Marion ouvre le dossier et découvre un projet d'exposition d'art contemporain que l'entreprise de Benoît sponsorise. « Je pense que tu pourrais être une excellente conseillère sur ce projet », ajoute-t-il. « Ton expertise en histoire de l'art pourrait nous apporter une perspective nouvelle. » Marion est surprise, mais aussi flattée. « Vous pensez que je suis prête pour ça ?» demande-t-elle avec un mélange de doute et d'excitation. Benoît hoche la tête avec conviction. « Absolument, et puis, c'est une manière de collaborer. Nous avons encore beaucoup à apprendre l'un de l'autre. » Marion accepte, ravie de pouvoir contribuer à quelque chose d'important tout en renforçant son lien avec Benoît. Pendant ce temps, Aurélie continue de travailler dans la galerie d'art où elle a trouvé un emploi. Chaque jour, elle découvre de nouvelles œuvres et cela l'aide à reconnecter avec des aspects d'elle-même qu'elle croyait perdus. Un après-midi, Marion la rejoint pour une visite surprise. « Alors, c'est ici que vous passez vos journées », dit Marion en entrant dans l'espace lumineux. Aurélie rit doucement. « Oui, et c'est plus gratifiant que je ne l'aurais imaginé. Les gens qui viennent ici partagent souvent des histoires fascinantes sur ce que les œuvres signifient pour eux. » Marion explore les lieux, admirant les peintures et les sculptures exposées. Elle s'arrête devant un tableau représentant une mère et son enfant. Leurs visages illuminés par un sourire sincère, Aurélie la rejoint. « Ça te fait penser à quelque chose ?» demande-t-elle doucement. Marion hoche la tête. « Oui, à nous, ce que nous avons maintenant. » Aurélie pose une main légère sur l'épaule de Marion, émue par ses paroles. Un soir, ils organisent un dîner chez Benoît pour célébrer leurs récents accomplissements. Autour de la table, ils rient, partagent des souvenirs et parlent de leurs projets d'avenir. Marion observe Benoît et Aurélie avec une chaleur dans le cœur. Ils ne sont peut-être pas une famille traditionnelle, mais ils sont une famille, et c'est tout ce qui compte. Pendant le repas, Benoît lève son verre. « À l'avenir », dit-il, « à tout ce que nous avons traversé, et à tout ce que nous construirons ensemble. » Aurélie et Marion trinquent, leur regard rempli de gratitude. Mais au fond de son esprit, Marion sait qu'il reste un dernier pas à franchir. Elle décide de rendre visite à la tombe de ses parents adoptifs. Ceux qui l'ont élevée avec amour, malgré le mystère de son passé. Aurélie insiste pour l'accompagner. Dans le cimetière paisible, Marion dépose un bouquet de fleurs sur la tombe et s'agenouille pour murmurer quelques mots. « Merci », dit-elle doucement, « pour tout, pour m'avoir donné une chance de vivre. Même si je n'ai jamais su toute la vérité, je vous aime et je ne vous oublierai jamais. » Aurélie reste en retrait, respectant ce moment intime. Elle sent cependant que cette visite est cruciale pour Marion, une manière de boucler un chapitre de sa vie. Sur le chemin du retour, Marion tient la main de sa mère, un sentiment de paix l'enveloppant. Elle sait que, même si le passé ne peut être changé, l'avenir est entre leurs mains. Les jours se rallongent doucement,
et Paris s'éveille sous un ciel clair, comme si la ville elle-même respirait un nouvel espoir. Pour Marion, Benoît et Aurélie, le chemin qu'ils ont emprunté ensemble est parsemé de défis, mais aussi d'une force nouvelle, celle de la résilience. Marion, pleinement investie dans ses études et ses nouveaux projets, commence à se démarquer dans le domaine de l'histoire de l'art. Ses professeurs la félicitent pour sa perspective unique, enrichie par les épreuves qu'elle a traversées. Sa collaboration avec Benoît pour l'exposition d'art contemporain progresse à grands pas. Elle est souvent appelée à donner son avis sur les œuvres, et elle se rend compte que sa voix a du poids. Un après-midi, Marion reçoit un appel d'un journaliste local, intrigué par sa récente implication dans le monde de l'art. « Vous êtes la fille de Benoît Dufresne, n'est-ce pas ?» dit-il. « Et aussi l'héritière d'une histoire fascinante. Accepteriez-vous de raconter votre parcours pour un article ?» Marion hésite, bien qu'elle soit fière de ce qu'elle a accompli. Elle craint que rouvrir les blessures publiques ne ravive les souvenirs douloureux. Elle en parle à Aurélie et Benoît ce soir-là. « Tu n'es pas obligée de faire quoi que ce soit qui te met mal à l'aise, » lui dit Aurélie. « Mais si tu choisis de partager ton histoire, fais-le à ta manière, pour inspirer les autres. » Benoît acquiesce. « Et rappelle-toi que ce n'est pas seulement une histoire de douleur, c'est une histoire de renaissance. Tu es la preuve vivante que l'on peut se relever, quelles que soient les épreuves. » Encouragée par leurs paroles, Marion décide d'accepter l'interview. Elle s'assure toutefois que l'article mette l'accent sur la reconstruction et l'espoir, plutôt que sur le scandale. Quelques semaines plus tard, l'article est publié, intitulé « Héritage et résilience, le parcours de Marion Dufresne ». Il retrace son chemin depuis l'incertitude de son enfance jusqu'à son implication actuelle dans le monde de l'art. Marion est émue de recevoir des messages de soutien de lecteurs, certains partageant leurs propres histoires de recherche de vérité et de famille. « Tu vois » dit Aurélie en lisant l'article. « Ton histoire touche les gens. Tu leur montres qu'ils ne sont pas seuls. » Marion sourit, reconnaissante d'avoir transformé une douleur profonde en quelque chose de significatif. Pendant ce temps, Aurélie continue à retrouver des morceaux de son passé. Un jour, en fouillant dans une boîte de souvenirs que Benoît avait conservée toutes ces années, elle tombe sur une vieille photo de leur mariage. Elle la tient dans ses mains, les yeux brillants. « C'était un jour si heureux », murmure-t-elle. « Je ne me souvenais pas à quel point… » Benoît, debout à ses côtés, sourit avec mélancolie. « Nous ne pourrons jamais récupérer tout ce que nous avons perdu. Mais je suis heureux que nous ayons cette seconde chance, » dit-il. Aurélie pose une main sur son bras. « Moi aussi, Benoît. Et je ne la gâcherai pas, Marion. » Quant à elle, découvre de nouvelles opportunités. Un de ses professeurs lui propose de participer à un programme d'échange dans une prestigieuse université italienne. À Florence, l'idée la séduit. Mais elle hésite à quitter Paris si tôt après avoir retrouvé sa mère et Benoît. Elle en parle lors d'un dîner avec eux. « Vous pensez que je devrais y aller ?» demande-t-elle, incertaine. Aurélie sourit, bien que l'idée de voir sa fille partir lui serre le cœur. « Bien sûr que tu devrais y aller. C'est une opportunité incroyable, et je serai toujours ici quand tu reviendras, » dit-elle avec douceur. Benoît hoche la tête. « Nous sommes fiers de toi, Marion. Où que tu sois, nous serons toujours ta famille. » Avant son départ, Marion propose une dernière sortie en famille, une visite au musée d'Orsay. Elle veut partager avec Aurélie et Benoît un lieu qui lui tient à cœur. Ils passent des heures à admirer les chefs-d'œuvre. Marion expliquant les détails de chaque tableau avec passion. Devant une grande peinture représentant une famille réunie dans un champ, Aurélie s'arrête. « Tu vois cette lumière ?»« Là » demande-t-elle à Marion en pointant le tableau. « C'est comme ce que je ressens en te regardant. Tu es ma lumière. » Marion est submergée par l'émotion. Elle prend doucement la main de sa mère. « Et vous êtes la mienne », dit-elle simplement. Le jour du départ de Marion pour Florence arrive, à la gare. Aurélie et Benoît l'accompagnent jusqu'au quai. Ils lui offrent une étreinte chaleureuse, la couvrant d'encouragement. « Tu vas briller », dit Aurélie, les yeux humides. « Et n'oublie pas que Paris sera toujours ta maison », ajoute Benoît avec un sourire, alors que le train s'éloigne. Marion regarde par la fenêtre. Le cœur serré mais empli de gratitude, elle sait que ce n'est pas une fin, mais un nouveau chapitre de leur histoire commune. De retour à Paris, Aurélie et Benoît s'installent dans une nouvelle routine. Mais ils ressentent la présence de Marion dans chaque petite chose, ses livres laissés sur la table basse, ses notes griffonnées sur des papiers. Ils se promettent de la visiter bientôt, impatients de voir tout ce qu'elle accomplira. Pendant une de ces soirées tranquilles,
Aurélie écrit dans son journal, un rituel qu'elle a adopté depuis peu. J'ai perdu 25 ans, mais j'ai gagné quelque chose de bien plus précieux. Une seconde chance. Marion est ma fierté, ma force. Et Benoît est la preuve que, même dans les moments les plus sombres, l'amour peut survivre. Elle referme le journal, un sourire serein illuminant son visage. L'absence de Marion laisse un vide perceptible dans la vie d'Aurélie et Benoît. La jeune femme est partie depuis quelques semaines pour Florence, mais sa présence rayonnante manque à chaque coin de l'appartement. Cependant, loin de se laisser submerger par la mélancolie, Aurélie et Benoît trouvent dans cette période un moment propice pour se recentrer sur eux-mêmes et sur leur propre cheminement. Aurélie décide d'intensifier son implication dans la galerie d'art où elle travaille. Son talent pour repérer des œuvres au potentiel unique attire l'attention de son employeur, qui lui confie davantage de responsabilités. Un jour, alors qu'elle examine une nouvelle collection, elle tombe sur un tableau représentant une femme debout sur une falaise. Le regard perdu dans l'immensité de la mer, la toile, bien que sobre, résonne profondément en elle. Cette peinture, elle ressemble à une partie de moi, murmure-t-elle. Elle décide d'exposer cette œuvre en tête d'affiche pour la prochaine exposition, convaincue qu'elle touchera les visiteurs comme elle l'a touché. Pendant ce temps, Benoît, désormais plus en retrait dans son entreprise, se concentre sur des projets caritatifs, inspirés par le parcours de Marion et par tout ce qu'ils ont traversé. Il initie un programme visant à soutenir les jeunes artistes issus de milieux modestes. Il collabore avec des écoles d'art et des associations locales pour offrir des bourses et des expositions à ses talents émergents. Un soir, alors qu'il prépare une présentation pour l'un de ses projets, il reçoit un appel de Marion. Sa voix est pleine d'excitation. « Papa, devine quoi ?» commence-t-elle. Benoît sourit. Elle ne l'avait pas encore appelé papa, et ce mot réchauffe son cœur. « Dis-moi, ma chérie, qu'est-ce qu'il y a ?» répond-il. « J'ai été choisi pour présenter un projet de recherche devant une délégation universitaire ici, à Florence. C'est une opportunité incroyable. » Benoît ressent une immense fierté, bien qu'il ne soit pas surpris par les exploits de sa fille. « Je savais que tu ferais des merveilles. » « Marion, dis-moi tout sur ce projet. » Marion lui explique avec enthousiasme ses recherches sur l'influence de l'art de la Renaissance dans les œuvres contemporaines. Benoît écoute attentivement, savourant chaque mot. Quelques jours plus tard, Aurélie reçoit une lettre de Marion. Elle la lit dans le calme de son salon, un sourire se dessinant sur son visage à chaque ligne. « Maman, Florence est magnifique, mais je pense souvent à Paris, à toi et à tout ce que nous avons vécu ensemble. Chaque jour ici me rappelle à quel point la vie peut être imprévisible, mais aussi pleine de possibilités. Tu es ma source de courage. Et je suis si fière de toi. » Aurélie relit ces mots plusieurs fois, émue par la maturité et la douceur de Marion. Elle décide de lui écrire en retour, partageant ses propres réflexions, et lui envoyant une photo du tableau qui l'avait tant marqué. Entre-temps, les projets de Benoît et Aurélie commencent à se croiser. Benoît suggère à Aurélie de collaborer avec son initiative pour intégrer certains artistes de sa galerie au programme caritatif. Ensemble, ils organisent une exposition dans un grand espace parisien où des œuvres contemporaines sont exposées aux côtés de celles d'artistes émergents. L'événement connaît un succès retentissant, attirant l'attention des médias et des mécènes. Le soir de l'inauguration, Aurélie et Benoît se tiennent côte à côte, observant la foule admirer les œuvres. Ils échangent un regard complice, reconnaissant tout ce qu'ils ont construit ensemble depuis leur réunion. « Nous faisons une bonne équipe », dit Benoît avec un sourire. « Oui, et je crois que Marion serait fière de nous », répond Aurélie. Malgré leurs nouvelles activités, la distance avec Marion reste difficile. Aurélie passe souvent des soirées à regarder de vieilles photos ou à relire les lettres de Marion. Benoît, quant à lui, prend l'habitude d'appeler sa fille chaque dimanche. Un rituel qui devient un moment précieux pour eux deux. Un soir, Aurélie propose à Benoît une idée audacieuse. « Pourquoi ne pas aller la voir à Florence ?» demande-t-elle. Benoît réfléchit un instant avant de sourire. « C'est une excellente idée. Je suis sûre qu'elle serait ravie. » Ils commencent à planifier leur voyage. Impatients de retrouver Marion et de découvrir l'univers qu'elle s'est créé à Florence, lorsqu'ils annoncent leur visite à Marion, la joie dans sa voix est palpable. « Vous venez vraiment ?» s'exclame-t-elle. « Oh, j'ai tant de choses à vous montrer. » Pour Aurélie et Benoît, ce voyage représente bien plus qu'une simple visite. C'est une manière de célébrer la résilience de leur famille,
et de renforcer encore davantage leur lien, le jour de leur départ. Aurélie regarde par la fenêtre du train, un mélange d'excitation et de nostalgie dans ses yeux. « Nous avons parcouru un long chemin, n'est-ce pas ?» dit-elle à Benoît. « Oui, et ce n'est que le début, » répond-il en souriant. Florence s'étend devant eux, lumineuse sous un ciel bleu éclatant. Le train entre doucement dans la gare Santa Maria Novella, et Aurélie et Benoît, assis côte à côte, regardent la ville défiler à travers la fenêtre. Pour eux, cette visite est bien plus qu'un simple voyage. C'est une étape dans la consolidation de leur famille. Marion les attend sur le quai, un sourire radieux illuminant son visage. Lorsqu'elle aperçoit Aurélie et Benoît descendre du train, elle court vers eux, les enveloppant dans une étreinte chaleureuse. « Vous êtes là ?» dit-elle avec émotion. « J'ai tellement hâte de vous montrer tout ce que j'ai découvert ici. » Aurélie caresse doucement la joue de sa fille, émue par sa joie. « Nous sommes si fiers de toi, ma chérie, » murmure-t-elle. Benoît, les mains dans les poches, observe Marion avec un sourire fier. « Montre-nous tout, » dit-il. « Nous voulons voir ton monde. » Marion les emmène dans les rues pittoresques de Florence. Les guidant avec enthousiasme, elle leur fait découvrir la majestueuse cathédrale Santa Maria del Fior, le Ponte Vecchio, et des ruelles où l'histoire semble vibrer à chaque pas. Marion parle de ses cours, de ses recherches et de l'inspiration qu'elle trouve dans chaque recoin de cette ville. Lorsqu'ils arrivent à son université, Marion les conduit dans une salle où elle prépare une présentation. Un tableau noir est rempli de croquis et de notes, et une maquette de son projet repose sur une table. « Voici ce sur quoi je travaille », dit-elle, son ton mêlant nervosité et excitation. C'est une étude sur l'influence de l'architecture florentine sur les mouvements artistiques modernes. Aurélie et Benoît examinent attentivement son travail. Benoît, impressionné, pose des questions sur les détails techniques, tandis qu'Aurélie admire la passion de Marion. « C'est incroyable, ma chérie, » dit Aurélie. « Tu as un talent rare et une persévérance remarquable, » ajoute Benoît. « Tu es vraiment notre fierté. » Le soir, Marion les emmène dans un petit restaurant familial, niché dans une ruelle tranquille. L'ambiance est chaleureuse, et les rires et conversations des autres clients ajoutent une note joyeuse à leur repas. Marion partage des anecdotes sur sa vie en Italie, tandis qu'Aurélie et Benoît parlent des projets qu'ils ont lancés à Paris. « Vous me manquez, vous savez » dit Marion soudain, un soupçon de nostalgie dans sa voix. « Mais je suis tellement heureuse de vous voir ici. » Aurélie prend la main de sa fille. « Et nous sommes là pour toi, toujours, » répond-elle. « Peu importe où tu es, Benoît. » Les observant toutes les deux, ressent une profonde gratitude pour ce moment. Malgré tout ce qu'ils ont traversé, ils sont ensemble, et c'est tout ce qui compte. Les jours suivants, ils explorent davantage Florence ensemble. Ils visitent la galerie des Offices, où Marion guide Aurélie et Benoît, à travers des œuvres qui l'inspirent particulièrement. Elle parle avec une telle passion qu'elle attire l'attention de visiteurs qui l'écoutent, comme si elle était leur guide personnel. « Tu as vraiment trouvé ta place ici », remarque Benoît avec un sourire. « Grâce à vous, » répond Marion. « Si je suis ici, c'est parce que vous m'avez donné la force de suivre mes rêves. » Le dernier soir de leur séjour, Marion organise un dîner dans son appartement avec quelques amis qu'elle s'est faits à Florence. Aurélie et Benoît rencontrent des étudiants et des professeurs qui parlent avec admiration de Marion, de son talent et de sa détermination. Pendant le dîner, un professeur de Marion prend la parole. « Vous devriez être fiers de votre fille, » dit-il à Aurélie et Benoît. « Elle est une étoile montante. Et je suis convaincue qu'elle accomplira de grandes choses. » Aurélie et Benoît échangent un regard ému. Ils savent que Marion a trouvé sa voie, et cela les remplit de bonheur. Le lendemain matin, alors qu'ils se préparent à repartir pour Paris, Marion les accompagne à la gare. Le moment de dire au revoir est chargé d'émotion, mais aussi d'espoir. « Vous allez me manquer ?» dit Marion en les serrant dans ses bras. « Et toi aussi ?» répond Benoît. « Mais nous savons que tu es là où tu dois être. » Aurélie caresse la joue de Marion une dernière fois. « Continue à briller, ma chérie. Nous sommes toujours avec toi, » dit-elle, la voix tremblante. Dans le train qui les ramène à Paris, Aurélie et Benoît restent silencieux pendant un moment, chacun perdu dans ses pensées. Finalement, Benoît prend la parole. « Nous avons fait du bon travail, n'est-ce pas ?» dit-il avec un sourire. Aurélie hoche la tête, les yeux brillants. « Oui, et je crois que Marion va continuer à nous surprendre, » répond-elle. Ils se regardent.
Un sentiment de paix et d'accomplissement les enveloppant. De retour à Paris, ils reprennent leur vie, mais avec un cœur plus léger. Marion leur écrit régulièrement, partageant ses progrès et ses découvertes. À chaque lettre, à chaque appel, ils sentent que leur famille est plus forte que jamais. Un soir, alors qu'Aurélie feuillette son journal, elle écrit « La vie nous a arraché tant de choses, mais elle nous a aussi offert une seconde chance. Marion est notre lumière, notre espoir, et à travers elle, nous avons appris que l'amour et la résilience peuvent tout reconstruire. » Elle referme son journal. Un sourire serein sur le visage. Elle sait que, malgré les épreuves, ils ont trouvé ce qui compte le plus. Une famille unie par l'amour et la force.